Il y avait un homme avec qui je travaillais, il y a de ça 40 ans maintenant, qui a pris sa retraite à 63 ans en disant à tout le monde qu'il allait enfin profiter de la vie. Il le pensait vraiment, ça se voyait. À 66 ans, il n'était plus là. Pas de maladie, rien de dramatique. Il s'est juste arrêté. Il a arrêté de se lever avec une raison de le faire. Il a arrêté d'aller quelque part. Il a arrêté d'être utile quelque part. Et finalement, son corps a accepté ce constat et a suivi le mouvement. Je m'appelle Walt Moreau. J'ai 82 ans. Et je suis assis dans cette maison depuis assez longtemps pour connaître la différence entre un homme qui vit et un homme qui attend. Si vous avez entre 60 et 80 ans en ce moment, et je me doute que certains d'entre vous qui regardez ceci sont plus jeunes et que d'autres sont ici avec moi, je veux vous dire quelque chose. Pas un conseil. Juste une chose que j'ai remarquée. De là où je me tiens, la plupart des gens de votre âge possèdent plus qu'ils ne le réalisent. Et la plupart des gens de votre âge passent leur temps à s'inquiéter pour les mauvaises raisons. Alors laissez-moi vous parler de 5 choses. 5 choses qui, si vous les avez encore, signifient que vous faites les choses bien. La première, c'est un endroit avec votre nom sur l'acte de propriété. J'ai acheté cette maison quand j'avais 31 ans. Linda et moi avions économisé pendant 4 ans pour ça, avec prudence, discipline, en nous privant de beaucoup de choses pour avoir cette chose-là. Le jour où nous avons signé, je me souviens qu'elle a touché le cadre de la porte en entrant, juste du bout des doigts, comme pour vérifier que c'était réel. Je n'en ai pas fait toute une histoire, ça n'a jamais été mon genre. Mais j'ai compris ce que cela signifiait, parce que mon père, Georges Moreau, avait été locataire toute sa vie. 3 déménagements avant mes 12 ans. Chacun parce que quelqu'un d'autre avait décidé que l'arrangement était terminé. On n'oublie pas ce sentiment quand on est gosse. Les cartons, la nouvelle école, l'impression que votre vie dépend de l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Cette maison n'était pas luxueuse. Elle avait besoin de travaux quand on l'a achetée. Elle en a encore besoin d'un peu, si je suis honnête. Mais mon nom est sur l'acte depuis plus de 50 ans, et pas une seule fois en 50 ans je n'ai eu à demander la permission de rester. Ce n'est pas de l'immobilier, c'est autre chose. Je connais des gens qui ont loué toute leur vie et qui arrivent à 75 ans avec moins d'options qu'à 50. Les propriétaires se fichent de votre histoire. Ils se soucient de la rentabilité, de la rotation des locataires et de savoir si vous êtes un risque. Et un homme de 75 ans devient un risque dans certains calculs auxquels je ne préfère pas penser trop longtemps. Si vous avez un endroit à votre nom, modeste ou non, fini de payer ou non, vous avez une stabilité que la plupart des gens passent leur vie active à essayer d'acquérir sans jamais y parvenir tout à fait. Vos enfants ne restent pas éveillés à se demander où vous dormez. Vous ne restez pas éveillés à vous demander si l'augmentation du loyer l'année prochaine sera celle qui vous brisera. Vous avez une porte dont vous contrôlez la clé. Ce n'est pas rien, c'est presque tout à cet âge-là. La deuxième chose, ce sont des jambes qui vous portent encore. Je suis allé jusqu'à l'allée de Thomas Laurent la semaine dernière pour lui rendre un niveau que j'avais emprunté. 3 maisons plus loin, peut-être 30 mètres à l'aller, autant au retour. J'ai remarqué sur le chemin du retour que je me regardais marcher, que j'étais conscient de chaque pas, d'une manière que je n'avais pas il y a 10 ans. Pas parce que j'avais mal, juste parce que je comprends maintenant que c'est une chose. Le simple fait mécanique de me déplacer sous ma propre autorité que je considérais autrefois comme totalement acquise. Un homme avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans a eu un AVC à 71 ans. Pas un grave, mais assez pour que la marche devienne quelque chose qu'il devait réfléchir, planifier consciemment, gérer. Il m'a dit une fois, environ 6 mois plus tard, que le plus dur n'était pas l'effort, c'était le rétrécissement. Son monde est devenu plus petit. La distance entre la chambre et la cuisine est devenue la limite extérieure de sa vie indépendante. Tout ce qui se trouvait au-delà nécessitait une coordination avec quelqu'un d'autre. Je me suis tenu dans mon allée après qu'il m'a dit ça, et j'ai regardé la rue. Juste la longueur ordinaire de la rue, peut-être 500 mètres jusqu'au coin, et j'ai pensé,
Je peux marcher jusque-là, maintenant. Juste le décider et y aller. C'est ça la liberté. Une forme de liberté très spécifique, très réelle, qu'on ne comprend pas pleinement tant que la possibilité de la perdre ne devient pas concrète. Si vos jambes fonctionnent encore, même imparfaitement, même avec quelques raideurs le matin, même si les escaliers demandent une main sur la rampe, vous avez quelque chose qu'une part importante des gens de votre âge a déjà perdu. Et les recherches là-dessus sont sans appel. Des personnes qui continuent de bouger gardent davantage de tout le reste. La vivacité, l'indépendance, les options. Lucas Laurent était devant chez lui la semaine dernière avec un ballon de foot. Il le shootait contre le trottoir. Je l'ai observé depuis le porche pendant 1 minute. Ce genre de mouvement, sans effort, sans pensée, c'est la relation d'un jeune avec son corps. Mais la version de base, la version marche, la version « je continue », elle est disponible bien plus longtemps que les gens ne le pensent, si on s'en sert. Marchez jusqu'au bout de la rue et revenez, c'est tout. Chaque jour, le bout de la rue et le retour. Parce que le jour où vos jambes s'arrêtent est le jour où votre monde rétrécit d'une manière qu'il est très difficile d'inverser. Si elle vous porte encore, vous vous en sortez mieux que vous ne le croyez. La troisième chose, c'est une personne que vous pouvez vraiment appeler. Pas 10, pas tout un répertoire, une. Une personne qui décroche. Une personne qui reconnaît le son de votre voix quand quelque chose ne va pas et qui vous pose la question au lieu d'attendre que vous expliquiez. Une personne qui n'a pas besoin d'une raison pour l'appel, qui accepte que, parfois, vous aviez juste envie d'entendre une voix familière. Si vous avez ça, vous êtes plus riche que la plupart des gens de votre âge, d'une manière qui compte vraiment à 82 ans. La sœur de Linda, Éléonore, on l'appelle Ellie, vit en province, à l'autre bout du pays. Après le décès de Linda, Ellie a commencé à appeler le dimanche soir. Elle ne l'a pas annoncé. Elle n'en a pas fait un plan. Elle a juste commencé à appeler. Nous parlons de rien de spécial la plupart du temps qu'il fait chez elle, de ce qu'un de ses petits-enfants a dit, de ce que j'ai mangé pour le dîner, ce qui est généralement moins intéressant que ce qu'elle a préparé. Je ne pense pas que l'un ou l'autre qualifierait cela de conversation profonde. Mais je remarque les semaines où elle n'appelle pas, un voyage ou son emploi du temps qui se surcharge. Je le remarque. Pas de façon dramatique, juste une petite absence, là où il y a d'habitude quelque chose. C'est ça, la vraie connexion à cet âge-là. Elle n'a pas besoin d'être profonde. Elle a juste besoin d'être constante. Elle doit être réelle. Je vais être honnête avec vous 1 seconde. Ça va paraître ridicule. Mais j'ai essayé une fois l'un de ces trucs de visioconférence que ma fille avait installé sur la tablette. Je ne comprenais pas pourquoi je voyais mon propre visage tout le temps au lieu du sien. Il s'est avéré que j'avais inversé la caméra sans faire exprès. Je suis resté assis là pendant 4 minutes à me parler tout seul avant qu'elle ne commence à faire de grands signes de la main. Ses enfants ont trouvé que c'était la chose la plus drôle arrivée récemment. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient tort. Mais voici ce qu'il y a derrière ça. Même cet appel maladroit, mal cadré, elle a décroché. Elle était là. C'est ça qui compte. Les études sur la solitude sont frappantes. Les personnes de plus de 65 ans qui ont un lien social véritable, même une seule relation constante, vivent plus longtemps, restent plus lucides, guérissent plus vite des maladies. La solitude à cet âge cause des dommages physiques mesurables. Ce n'est pas du sentimentalisme, c'est de la biologie. Mais la plupart des gens n'ont pas besoin d'une étude pour savoir ce que ça fait de n'avoir personne à appeler. Si vous avez une personne, quelqu'un qui connaît votre histoire et choisit d'y rester lié, vous avez quelque chose qui vaut la peine d'être protégé, qui vaut la peine qu'on fasse l'effort, même quand on est fatigué, qui vaut la peine de décrocher le téléphone même quand on n'a pas particulièrement envie de parler. Cette personne unique est un fil. Et les fils valent plus que ce que la plupart des hommes de ma génération ont appris à admettre. La 4e chose, ce sont des enfants qui vous appellent encore. Pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose, mais parce qu'ils en ont envie. Celle-là est plus difficile pour moi à aborder, alors je serai prudent.
Ma relation avec mes enfants est fonctionnelle. J'ai déjà utilisé ce mot et je l'utiliserai encore parce que c'est le mot honnête. Nous nous parlons. Nous nous donnons des nouvelles. Personne n'est fâché. Il n'y a pas de blessure ouverte. Mais il y a une différence entre un enfant qui appelle parce que vous êtes sur sa liste de corvées et un enfant qui appelle parce que quelque chose est arrivé et que vous étiez la première personne à qui il a eu envie de le dire. J'ai reçu un appel de ma plus jeune, Rachel, il y a quelques semaines. Elle avait eu une journée difficile au travail, un truc avec un collègue, quelque chose qui l'ennuyait d'une manière qu'elle n'arrivait pas tout à fait à formuler. Elle m'a appelé. Pas ses amis, pas son mari en premier. Moi. Je ne savais pas quoi dire. J'ai surtout écouté. C'est ce que j'ai apporté ces dernières années. L'écoute. J'ai été mauvais à ça pendant longtemps. Et peut-être que je me rattrape maintenant, ou peut-être que je comprends enfin que c'est ce que la plupart des conversations exigent réellement. Mais elle a appelé, juste pour parler. Pas pour faire son rapport, pas pour cocher une case, parce qu'elle avait envie d'entendre ma voix. Je suis resté assis dans la cuisine un moment après la fin de cet appel, juste là, dans le silence. Il y a des parents à 70, 75, 80 ans qui n'ont pas entendu ce son de la part de leurs enfants depuis des années, qui doivent faire le premier pas, toujours, et attendre de voir si l'appel est rendu, qui ont vu les visites s'espacer et les messages raccourcir pour finir par comprendre qu'une distance s'était installée, une distance que ni l'un ni l'autre ne sait vraiment comment combler. Parfois, c'est de la faute du parent. Parfois, c'est juste la vie, la géographie des vies d'adultes qui tirent dans des directions qui n'ont rien à voir avec l'amour. Mais si vos enfants vous appellent encore, pas pour de l'argent, pas en cas de crise, juste pour parler, vous avez bâti quelque chose qui a tenu. Vous avez fait quelque chose de bien pendant ces années où vous étiez trop fatigué pour savoir si tout cela servait à quelque chose. Et ça a marché. Ce téléphone qui sonne avec leur nom sur l'écran, pour aucune autre raison que le fait qu'ils pensaient à vous, c'est une forme de succès qu'aucune réussite professionnelle ne peut égaler, pas même de loin. La cinquième chose, c'est assez d'argent pour vivre sans demander. Pas la richesse. La richesse est une autre conversation et honnêtement, je ne suis pas qualifié pour l'avoir. Assez. La dignité spécifique et silencieuse d'avoir assez. Je reçois ma pension, ma retraite. La maison est payée. Mes besoins sont modestes. J'ai toujours été modeste dans mes besoins. Ce que Linda trouvait parfois frustrant et que je trouve maintenant pratique. Je peux faire mes courses sans compter chaque centime. Je peux payer mes médicaments sans avoir à choisir entre eux. Je peux monter le chauffage en janvier sans avoir une semaine d'angoisse avant de recevoir la facture. C'est tout. C'est le tableau complet. Et je comprends, assis ici, que ce tableau est celui que des millions de gens de mon âge n'ont pas. Des gens qui ont travaillé aussi dur que moi, parfois plus, qui se sont retrouvés du mauvais côté d'un licenciement, d'une facture médicale ou d'un mariage qui n'a pas tenu. Des gens dont la retraite ne ressemble en rien à ce qu'ils avaient prévu. Je ne m'attribue pas le mérite de circonstances qui ont été en partie de la chance. Mais si vous avez assez, si vous pouvez payer vos propres dépenses, faire vos propres choix sur de petites choses, exister sans avoir à coordonner votre survie financière avec la générosité de vos enfants, vous avez une forme de liberté qui est invisible quand elle est là et immense quand elle n'est plus là. Il y a un homme à environ 5 kilomètres d'ici, plus âgé que moi, qui a appelé son fils pour l'aider avec sa facture d'électricité l'hiver dernier. Un homme qui a travaillé pendant des décennies, qui a élevé une famille, qui s'est considéré comme autonome toute sa vie d'adulte. Et il s'est retrouvé là, à 79 ans, à prendre le téléphone pour demander de l'aide à son fils pour une facture d'électricité. Il m'en a parlé plus tard, pas en détail, il l'a juste mentionné, de la manière dont on mentionne quelque chose pour se libérer d'un peu de poids. Je n'ai pas dit grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Si vous avez assez, vous le savez, parce que vous ne passez pas ce coup de téléphone. Et si vous l'avez, cela vaut la peine de le reconnaître, tranquillement, sans en faire plus que ce que c'est, comme une forme de stabilité que beaucoup de gens n'ont pas réussi à garder. Vous êtes toujours votre propre patron, ça compte plus qu'on ne le dit. Voilà,
Je vous ai dit 5 choses, et je les pensais. Mais il y en a 2 autres auxquelles je reviens sans cesse, alors je les ajoute sans m'excuser. La 6e chose, la capacité de s'endormir le soir sans porter le nom de quelqu'un d'autre sur sa poitrine. Ressentiment n'est pas tout à fait le mot juste pour ce que je veux dire. Le ressentiment semble gérable. Ce que je veux dire, c'est cette chose plus lourde, le poids spécifique d'une personne non résolue. Quelqu'un dont le nom contracte encore quelque chose en vous après des années. Quelqu'un qui ne pense peut-être même plus à vous, alors que vous continuez à vous disputer avec lui dans votre tête à 2 heures du matin. J'ai eu ça pendant longtemps avec un homme nommé Gérard. Nous avons travaillé ensemble pendant 12 ans. Il s'est passé quelque chose vers la fin de mon temps à l'usine, un désaccord sur quelque chose qui semblait très important à l'époque et que je ne parviens même plus à reconstruire totalement aujourd'hui. C'est devenu une rupture. Rien de dramatique, juste un froid. Le genre où 2 personnes qui se parlaient tous les jours au travail arrêtent progressivement, puis complètement, de se parler. J'ai porté ça pendant des années, plus longtemps que je n'aimerais l'admettre, pas bruyamment. Je n'en perdais pas le sommeil toutes les nuits, mais son nom refaisait surface de temps en temps. Un truc aux infos, un outil qui me rappelait une conversation qu'on avait eue, une odeur de l'atelier, et il y avait cette petite contraction, ce résidu. Il est mort il y a environ 6 ans. Je l'ai lu dans le journal. Et je me suis assis là, à la table de la cuisine avec le journal, et j'ai réalisé que j'avais porté quelque chose pendant 2 décennies qui n'avait plus personne pour le recevoir. L'autre moitié de la dispute était partie. J'avais entretenu une tension qui n'existait plus qu'à l'intérieur de moi. Je ne suis pas sûr que « lâcher prise » soit la bonne expression non plus. Ce n'était pas vraiment une décision, c'était plutôt comme si j'avais regardé la forme de la chose clairement et elle est devenue plus petite. Juste en la voyant pour ce qu'elle était, un truc que j'avais choisi de garder mais qui ne servait plus aucun but identifiable. Si vous pouvez vous coucher le soir sans qu'un nom ne pèse sur votre poitrine, vous avez une forme de paix que certains passent des décennies à essayer d'acquérir et que d'autres n'obtiennent jamais. Si vous ne le pouvez pas, s'il y a quelqu'un qui habite encore votre esprit gratuitement, vous coûtant du sommeil, de l'énergie et de bonnes minutes que vous ne récupérerez jamais, dites-vous qu'il est peut-être passé à autre chose depuis longtemps. Dites-vous que vous êtes peut-être le seul à encore payer le péage. Et la 7e chose, quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Pas un grand destin, juste quelque chose. Pour moi, c'est le café, spécifiquement la première tasse. Le rituel, la bouilloire, ma tasse préférée, me tenir à la fenêtre de la cuisine pendant qu'il infuse. Regardez ce qui se passe dans l'allée d'en face. Thomas Laurent qui part tôt. Lucas Laurent parfois déjà sur le porche avec son sac à dos, bougeant avec cette autorité tranquille et sans hâte qu'ont les enfants de 9 ans avant que la journée ne se complique. C'est mon truc à moi. Une tasse de café, une fenêtre, et 10 minutes avant que la journée ne me demande quoi que ce soit. Ça n'a l'air de rien. Mais les matins où je l'ai, je vais bien. Les matins où quelque chose vient interrompre, un appel matinal, une mauvaise nuit, je remarque que je ne suis pas tout à fait moi-même et qu'il me faut un moment pour corriger le tir. Le sens de la vie à 82 ans n'est pas le même qu'à 45. À 45, le sens c'était le travail, la famille, le mouvement vers l'avant. À 82 ans, le but est plus petit et, d'une certaine manière, plus concentré. C'est cette tasse précise, cette fenêtre précise. Le gamin du voisin avec qui je n'interagis pas vraiment mais que j'ai commencé, sans trop le vouloir, à chercher du regard le matin comme on cherche une chose à laquelle on s'est habitué. L'homme que j'ai mentionné au début, celui qui a pris sa retraite à 63 ans et qui est mort à 66, sa fille m'a dit un jour que la dernière année avait été la plus dure, parce qu'il n'avait plus rien pour se lever. Rien qui n'avait besoin de lui. Rien dont il faisait partie. Le corps suit l'esprit sur ce point. Ce n'est pas une image. La recherche est claire. Les gens qui perdent leur raison de se lever perdent d'autres choses rapidement après. La vivacité, la santé, le sentiment que le temps qui passe est autre chose qu'une simple soustraction. Mais un nichoir à oiseaux,
un livre de la bibliothèque, l'épicerie du coin à la même heure chaque matin, où la même personne derrière le comptoir dit quelque chose de prévisible que vous trouvez maintenant étrangement rassurant. Un appel que vous passez chaque dimanche, un carré de trottoir que vous marchez chaque jour parce qu'il est à vous et parce que le faire est la preuve que vous êtes encore là. N'importe laquelle de ces choses, toutes ces choses, tant que c'est à vous, tant que cela vous tire du lit vers la journée au lieu de devoir vous y pousser. Je suis dans cette maison depuis plus de 50 ans. J'ai regardé le quartier changer autour d'elle. J'ai regardé les gens arriver, partir et arrêter d'arriver. J'ai eu des matins où j'ai compris, pleinement et sans drame, qu'il y a moins de matins devant moi que derrière moi. Et ce que je peux vous dire de là où je suis, de cette chaise précise avec cette tasse précise, c'est que les 5 choses et les 7 choses, et peu importe le nombre que vous comptez, il ne s'agit pas de réussite. Il ne s'agit pas d'avoir tout fait parfaitement. Il s'agit d'avoir encore quelque chose. De rester quelqu'un qui se lève, qui bouge, qui décroche le téléphone, qui a assez, qui dort avec une poitrine raisonnablement légère. 82 hivers, 82. Et la chose remarquable, celle que je n'aurais pas pu vous dire à 40 ou 50 ou même 60 ans, c'est à quel point une vie finit par être quelque chose. Combien de matins ordinaires s'empilent pour former quelque chose que vous ne saviez pas que vous étiez en train de construire? Si vous avez encore vos jambes, votre chez-vous, votre personne unique, les voix de vos enfants au téléphone, assez pour finir le mois, une conscience qui vous laisse dormir et une raison de vous réveiller, vous ne faites pas que survivre. Vous réussissez votre vie. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si quelque chose ici a résonné en vous, laissez-le dans les commentaires. Pas forcément pour moi, pour la personne suivante qui aura besoin de le lire. Et si vous voulez revenir, je suis généralement là. Prenez soin de vous, quoi que cela signifie pour vous.